La police a fait irruption dans ma chambre à 3h11 du matin, et je n'avais aucune idée de pourquoi. Mes voisins regardaient pendant qu'ils me traînaient dehors, les menottes au poignet. Ma femme se tenait dans l'allée, enregistrant tout avec son téléphone. Au commissariat, un inspecteur a ouvert mon dossier, a lu 2 lignes, et s'est soudainement redressé. Il a regardé les policiers et a dit « Retirez les menottes, maintenant ». Puis il s'est tourné vers moi et a posé une question qui a choqué toute la pièce. La porte d'entrée a cédé à 3h11 du matin. Je connais l'heure exacte parce que j'ai une horloge numérique sur ma table de chevet qui brille en rouge dans l'obscurité. Et quand le bruit a retenti, la première chose que mes yeux ont trouvée, ce sont ces chiffres. 3h11. Puis les cris ont commencé. Mandat de perquisition de la police. Tout le monde au sol. J'étais au lit. Caleçon, t-shirt militaire gris, pieds nus. Mon cerveau avait encore 3 secondes de retard sur mon corps, essayant de rattraper, essayant de comprendre pourquoi des faisceaux de lampes de poche traversaient ma chambre comme des projecteurs. Et pourquoi quelqu'un me saisissait le bras et me tirait du matelas sur le plancher de bois franc de la maison où j'avais vécu pendant 5 ans sur Chestnut Ridge Road à Asheville, en Caroline du Nord. Main derrière le dos maintenant. Je me conforme. Je ne résiste pas. Ma voix est sortie plate, contrôlée. 22 ans dans l'armée m'avaient entraîné à cela. La capacité de rester calme quand tout autour de vous explose. La panique est un luxe. Je n'ai jamais appris à me l'offrir. Les menottes ont été mises. Acier froid contre mes poignets, un genou dans mon dos. Mon visage pressé contre le sol. Je pouvais sentir le vernis à bois que Céleste utilisait tous les dimanches. Citron et cire d'abeille. Et je me souviens d'avoir pensé à quel point c'était un détail absurde à remarquer alors que 2 officiers me plaquaient au sol dans ma propre chambre. Dans le couloir, Ellery a crié. Ma fille, 6 ans, poussant le genre de cri qui transforme votre sang en eau glacée. Le cri d'une enfant arrachée au sommeil par le bruit de la porte de son père défoncée. Il y a un enfant dans la maison, ai-je crié. Elle a 6 ans. Elle est dans la chambre au bout du couloir. Ne pointez pas une arme près de cette chambre. Vous m'entendez? Monsieur, arrêtez de parler. J'arrêterai de parler quand vous confirmerez que ma fille est en sécurité. Un officier est apparu dans l'embrasure de la porte. L'enfant est en sécurité. Une femme est dans la chambre avec elle. Un adolescent plus âgé dans la chambre adjacente est également en sécurité. Landon, mon beau-fils, 17 ans, en dernière année à Asheville High. Le gamin qui avait perdu son père biologique à l'âge de 5 ans et avait passé les 10 dernières années à apprendre lentement, prudemment, à me faire confiance. Et maintenant, il regardait des hommes armés me traîner hors de ma maison au milieu de la nuit. Ils m'ont tiré sur mes pieds, m'ont conduit dans le couloir, devant la porte d'ailée, qui était ouverte. Je pouvais la voir assise dans son lit, son éléphant en peluche pressé contre sa poitrine, ses yeux grands ouverts et humides et fixés sur moi. Une policière était agenouillée à côté d'elle, parlant doucement. « Papa, ça va, bébé. Tout va bien. Retourne dormir. Pourquoi la police est ici? C'est une erreur. Ça va être réparé. Je t'aime. » Ils m'ont tiré avant que je puisse entendre sa réponse. À travers le salon, devant la cuisine où Landon se tenait dans l'embrasure de la porte, en pantalon de survêtement et t-shirt Nirvana. Son visage un mélange de confusion et de fureur à peine contenue. « Brennan, qu'est-ce que l'enfer se passe? Reste avec ta sœur, Landon. Appelle le juge Whittaker. Son numéro est sur le frigo. Dis-lui ce qui se passe. Mais maintenant, Landon, prends soin d'Ellery. » Il hocha la tête. 17 ans et assez stable pour tenir le coup quand tout s'écroulait. Je lui ai appris cela, non pas avec des mots, mais avec des années. Des années de présence. Des années d'être l'homme qui est resté quand son vrai père n'a pas pu. Ce gamin était plus coriace qu'il ne le savait. La porte d'entrée ne tenait plus que par une seule charnière. Le cadre était brisé là où le bélier l'avait frappé. L'air d'octobre s'est engouffré, vif et froid comme la montagne. Je suis sorti sur le porche, pieds nus. Le béton était gelé. Toute la rue était illuminée. Voitures de patrouille avec leurs lumières clignotantes, rouges et bleues rebondissant sur les maisons, les arbres, les visages de mes voisins qui étaient sortis en robe de chambre et pantoufles pour regarder Brennan Locage se faire arrêter.
Doyle Prophet se tenait sur son porche d'à côté. 63 ans, postier à la retraite, le genre d'homme qui connaissait le nom de chaque personne sur chaque route qu'il avait jamais parcourue. Il était en robe de chambre, tenant une tasse de café qu'il avait apparemment eu le temps de faire, ce qui signifiait soit qu'il était déjà réveillé, soit qu'il faisait du café avant la curiosité, ce qui honnêtement ressemblait à Doyle. Il me regarda. Je le regardais. Il ne dit rien, juste un léger hochement de tête, comme pour dire « je ne sais pas ce que c'est, mais je sais qui tu es ». Et puis j'ai vu Céleste. Ma femme se tenait au bout de l'allée, près de la boîte aux lettres, vêtue de la robe de soie que je lui avais achetée pour son anniversaire en mars dernier. Ses cheveux étaient détachés, ses pieds dans des pantoufles, et elle tenait son téléphone, enregistrant. Pas en pleurs, pas confuse, ne courant pas vers moi pour demander ce qui se passait. Elle enregistrait. Elle tenait le téléphone fermement, à deux mains, la posture de quelqu'un qui avait répété cela. Elle me filmait en train d'être conduit hors de ma propre maison, menotté, en sous-vêtements à 3 heures du matin, ma fille criant à l'intérieur et mes voisins regardant depuis leur porche. Nos regards se sont croisés et, dans cette demi-seconde, j'ai vu quelque chose que j'avais appris à reconnaître au cours de 22 ans d'enquête sur les menteurs, les tricheurs et les criminels. J'ai vu l'absence de surprise. Céleste Locage n'était pas surprise que la police soit chez nous à 3h11 du matin. Elle n'était pas surprise que je sois menotté. Elle n'était pas surprise parce qu'elle savait déjà. Je ne lui ai rien dit. Je n'ai pas demandé pourquoi elle enregistrait. Je n'ai pas accusé, je n'ai pas supplié. J'ai classé cela, comme j'avais classé 10 000 observations en 2 décennies d'enquête criminelle. J'ai classé ses mains fermes, ses yeux secs, sa position au bout de l'allée, où l'angle était parfait pour capturer toute la scène, et je l'ai mis dans le dossier mental que j'étais déjà en train de construire. L'officier m'a guidé vers l'arrière d'une voiture de patrouille. La porte s'est refermée. À travers la vitre, j'ai regardé Céleste abaisser son téléphone, se retourner et retourner vers la maison. Elle n'a pas regardé la voiture de patrouille, ne m'a pas regardé. Elle a marché d'un pas mesuré, comme une femme qui avait accompli une tâche et passé au point suivant de sa liste. 3h11 du matin. C'est à ce moment-là qu'ils sont entrés par la porte. À 3h24 du matin, j'étais à l'arrière d'une voiture de patrouille. 13 minutes pour démanteler la vie d'un homme. Mais il s'était trompé. Il s'était lourdement trompé. Le trajet jusqu'au bureau du shérif du comté de Buncombe a duré 14 minutes. Je les ai passés en silence, regardant les rues sombres d'Asheville défiler, élaborant des scénarios dans ma tête. Quelqu'un avait porté plainte contre moi. Quelqu'un avait fourni des preuves. Le mandat était suffisamment spécifique pour un raid avant l'aube, ce qui signifiait qu'un juge l'avait signé, ce qui signifiait que le dossier de preuve était convaincant. Ce n'était pas une plainte pour tapage nocturne ou un appel pour troubles domestiques. C'était planifié, coordonné, professionnel, et ma femme se tenait dans l'allée, son téléphone prêt. Le poste était fluorescent, lumineux et silencieux, comme le sont les postes de police à 4 heures du matin. Quelques officiers à leur bureau, le bourdonnement d'un mauvais éclairage, un ivrogne se disputant avec l'agent d'enregistrement au sujet de l'emplacement de ses clés de voiture. Ils m'ont conduit à une zone de traitement, ont retiré les menottes juste assez longtemps pour prendre mes empreintes digitales et ma photo, puis m'ont de nouveau menotté et m'ont mis dans une salle d'interrogatoire. Mur beige, table métallique, 2 chaises, une caméra montée dans le coin avec une lumière rouge qui signifiait qu'elle enregistrait. J'avais été dans des pièces exactement comme celle-ci 1000 fois, mais toujours de l'autre côté de la table. Un jeune officier m'a apporté un verre d'eau dans un gobelet en papier. Il l'a posé sans me regarder dans les yeux, comme si j'étais contagieux. Quelles sont les accusations? J'ai demandé. Il a jeté un coup d'œil à son presse-papier. Fraude, blanchiment d'argent, complot en vue de commettre une fraude par virement. Je voudrais parler à mon avocat. Quelqu'un arrivera sous peu. Il est parti. La porte s'est verrouillée derrière lui. Je me suis assis sur la chaise en plastique et j'ai bu l'eau et j'ai attendu. L'horloge murale indiquait 3h47 du matin. Par la petite fenêtre de la porte, je pouvais voir des officiers se déplacer dans le bureau, jetant des coups d'œil vers ma chambre, parlant à voix basse. L'un d'eux était au téléphone, hochant rapidement la tête, son visage parcouru d'expressions que j'avais reconnues de mes années dans les salles d'interrogatoire. Confusion, puis surprise, puis le resserrement particulier autour des yeux qui signifiait que quelqu'un venait de réaliser qu'il était dans de l'eau plus profonde qu'il ne le pensait.
Quelque chose se passait. Quelque chose avait changé. À 4h12 du matin, la porte s'est ouverte. L'homme qui est entré n'était pas celui que j'attendais. Ce n'était pas un officier de patrouille, ni un procureur adjoint, ni un défenseur public. C'était un détective, la cinquantaine, corpulent, avec le visage buriné d'un homme qui avait passé près de 3 décennies à faire face au pire de ce que les gens se faisaient mutuellement, et qui avait en quelque sorte conservé un noyau de décence sous l'épuisement. Son insigne disait Parnell. Ses yeux disaient « J'ai besoin de réponses ». Il portait un dossier. Il s'est assis en face de moi, l'a ouvert et a commencé à lire. J'ai observé son visage. J'avais passé 22 ans à lire les visages et le visage du détective Clyde Parnell racontait une histoire très intéressante. Première ligne du dossier, ses sourcils se sont légèrement levés. Intérêt professionnel. Deuxième ligne, la lecture s'est arrêtée. Ses yeux sont restés immobiles. Puis ils sont revenus au début de la ligne et l'ont relu. Il m'a regardé, a regardé le dossier, puis m'a regardé à nouveau. Ensuite, il a fait quelque chose que j'avais vu 1000 fois dans ma carrière, mais jamais de l'autre côté de la table. Il s'est levé, a redressé son dos, et toute son attitude a changé, comme celle d'un soldat qui réalise qu'il s'adressait à un officier supérieur sur le mauvais ton. « Retirez les menottes », dit-il à l'officier debout près de la porte. « Monsieur, dis-je, retirez les menottes maintenant. » L'officier hésita une seconde, puis s'avança et déverrouilla mes menottes. Je frottai mes poignets. La peau était rouge là où le métal avait appuyé pendant le trajet. Le détective Parnell se rassit, ferma le dossier, posa les 2 mains à plat sur la table et me posa une question qui fit reculer l'officier près de la porte. « Monsieur Lockidge, vous avez passé 22 ans comme agent spécial de la division d'enquête criminelle de l'armée des États-Unis. Vous déteniez une habilitation de sécurité top secrète. Vous avez reçu 2 médailles de reconnaissance de l'armée pour avoir élucidé des affaires de fraude et de corruption impliquant de hauts fonctionnaires militaires. » Il fit une pause. « Alors, je dois vous demander quelque chose et j'ai besoin que vous soyez honnête avec moi. Quelqu'un vient-il d'essayer de vous piéger ?» La pièce devint très silencieuse. L'officier près de la porte me regardait comme si je m'étais transformé en une personne différente, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Il y a 30 minutes, j'étais un suspect de fraude menotté. Maintenant, j'étais un ancien agent de l'application de la loi fédérale avec un dossier classifié et 2 décennies d'expérience dans l'enquête sur exactement le genre de crime dont j'avais été accusé. Oui, détective. Quelqu'un l'a fait. Savez-vous qui? J'ai une forte suspicion. Voudriez-vous la partager? Je le regardais, l'évaluais. 22 ans à lire les gens m'avaient appris que Clyde Parnell était honnête, minutieux, et profondément mal à l'aise à l'idée que son département venait d'exécuter un raid avant l'aube sur un homme qui avait passé sa carrière de leur côté de la loi. Le dossier de preuve qui a généré ce mandat, dis-je, qui l'a soumis? Parnell rouvrit le dossier. Un tuyau anonyme reçu il y a 4 jours. Allégation détaillée de blanchiment d'argent via une entreprise de comptabilité légale. L'informateur a également affirmé que le suspect détruisait activement des preuves et se préparait à fuir l'État. C'est pourquoi le juge a autorisé un mandat d'urgence pour une exécution avant l'aube. Des documents justificatifs ont été envoyés par la poste au département. Dossier financier, relevé bancaire, dossier client montrant des transactions frauduleuses. Envoyés par la poste, pas par courriel, des documents physiques. Correct. Parce que les documents physiques sont plus difficiles à tracer numériquement. Celui qui a envoyé cela en sait assez sur les enquêtes pour éviter les empreintes électroniques. Il fit une pause. Et les allégations de destruction de preuves et de risque de fuite ont été conçues spécifiquement pour justifier le genre de raid qui s'est produit ce soir. Une arrestation publique dramatique, le genre qui serait dévastateur pour la réputation et la position de garde de quelqu'un si, par exemple, leur conjoint le filmait. Les yeux de Parnell se sont rétrécis. Il me suivait. Puis-je voir le dossier de preuve? Parnell hésita. C'était irrégulier. Les suspects ne révisent pas leur propre dossier de preuve, mais je n'étais pas un suspect typique, et ils le savaient. Je ne devrais pas. Détective, j'ai passé 22 ans à faire exactement ce que vous faites. J'ai enquêté sur la fraude pour le gouvernement fédéral sur 3 continents. J'ai témoigné dans plus de 40 tribunaux militaires. Je peux examiner ce dossier de preuve et vous dire en 15 minutes si c'est authentique ou fabriqué.
Il me fixa un long moment. Puis il poussa le dossier sur la table. Je l'ouvris. 26 pages de documents financiers, relevés bancaires, factures clients, enregistrements de transactions, tous censés provenir de mon entreprise de comptabilité légale. J'ai commencé à lire, comme j'avais lu 10 000 dossiers de preuves auparavant, non pas pour le contenu, mais pour la construction. Non pas ce que disaient les documents, mais comment ils avaient été fabriqués. Cela m'a pris 8 minutes. Ce sont des faux, ai-je dit. Comment pouvez-vous le dire? De 3 manières. J'ai sorti un relevé bancaire et je l'ai tenu. Premièrement, le formatage. Ce relevé est censé provenir de First Horizon Bank, où j'ai réellement mon compte professionnel, mais la police d'entête est calibrée. First Horizon utilise une police propriétaire sur ses relevés appelée FH Sans. C'est un petit détail que la plupart des gens ne remarqueraient pas. J'ai remarqué parce que j'ai analysé plus de 300 faux documents bancaires dans ma carrière. J'ai sorti une autre page. Deuxièmement, les dates. Ce relevé de transaction montre un virement bancaire le 7 mars 2024, un samedi. Les virements bancaires ne sont pas traités le week-end. Celui qui a créé ce document n'a pas vérifié le calendrier. J'ai sorti un troisième document. Troisièmement, et c'est celui qui me dit exactement qui a fait cela. Cette facture client a mon en-tête commerciale, mon logo, mon adresse, mon numéro d'identification fiscale, mais le numéro d'identification fiscale est faux. Il est erroné d'un chiffre. Le dernier numéro devrait être un 4, pas un 6. Quelqu'un avait accès à mes documents professionnels, un accès suffisamment proche pour copier presque tout correctement, mais ils ont fait une erreur. J'ai posé les documents. Détective. La personne qui a créé ces faux avait un accès intime à mes dossiers financiers, à mes dossiers professionnels et à mes informations personnelles. Ils en savaient assez pour construire un dossier convaincant, mais pas assez pour éviter les erreurs qu'un enquêteur formé aurait repérées en moins de 10 minutes. Et vous savez qui est cette personne? Parnell s'est penché en arrière. C'est une accusation importante. Ça l'est, et je peux le prouver. Mais d'abord, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Le tuyau anonyme qui a lancé ça. Avez-vous les relevés téléphoniques? L'appel provenait d'un téléphone portable prépayé. Introuvable. Les téléphones prépayés sont achetés quelque part. Tous les Walmart, toutes les stations-service, tous les dépanneurs qui en vendent ont des caméras de sécurité. Récupérez les enregistrements d'achat de téléphones prépayés dans le comté de Bincombe dans les 2 semaines précédant l'appel. Recoupé avec le véhicule de ma femme. Un Lexus RX blanc de 2021, plaque d'immatriculation CLA 4471. Je vous garantis que vous la trouverez sur les caméras. Parnell écrivait maintenant rapidement. Deuxièmement, les documents qui ont été envoyés par la poste à votre service. Ils ont été imprimés quelque part. Vérifiez les métadonnées de tout fichier numérique inclus dans le dossier. S'il n'y en a pas, vérifiez le papier, les signatures de tonneur, l'alignement de l'impression. Ma femme n'a pas d'imprimante à la maison. Elle utilise celle de son bureau. Henderson & Co. l'Appraisal Group sur Patton Avenue. Cette imprimante aura un journal numérique. Comment savez-vous qu'elle n'a pas d'imprimante à la maison? Parce que je suis un expert comptable judiciaire, détective. Je remarque ce qu'il y a dans ma maison. Il n'y a pas d'imprimante. Elle utilise la mienne pour ses documents personnels. Ceux-ci n'ont pas été imprimés sur le mien. La densité du tonneur est incorrecte. Parnell a cessé d'écrire, m'a regardé avec une expression que je reconnaissais. C'était l'expression d'un détective qui venait de réaliser qu'il était assis en face de quelqu'un qui était meilleur que lui à cela. Pas une insulte, juste un fait. Monsieur Lockidge, je fais cela depuis 28 ans. Je n'ai jamais eu un suspect démanteler son propre dossier depuis l'autre côté de la table. Je ne suis pas un suspect, détective. Je suis une cible. Il y a une différence. Pourquoi votre femme vous piégerait-elle pour fraude? Parce qu'elle commet elle-même une fraude et qu'elle avait besoin de me neutraliser avant que je ne le découvre. Laissez-moi vous parler de Céleste, parce que ce n'est pas l'histoire d'un homme qui a épousé un monstre. Je n'ai pas épousé un monstre. J'ai épousé une femme qui en est devenue une lentement, comme la rouille se forme sur une bonne pièce d'acier. Invisible au début, puis partout. J'ai rencontré Céleste Arnaud au printemps 2014. J'avais 36 ans, toujours en service actif,
stationné à Fort Liberty en Caroline du Nord avec des affectations périodiques qui me prenaient à l'étranger pendant des semaines. J'étais dans le site de l'armée depuis 17 ans à ce moment-là, et le travail commençait à me peser. Pas le danger, mais la procession sans fin de personnes qui avaient été trahies par des gens en qui elles avaient confiance, des colonels volant leurs propres unités, des entrepreneurs fraudant le gouvernement, des mariages détruits par des secrets et des mensonges. Je passais mes journées à nager dans le pire de la nature humaine, et en 2014, je cherchais quelque chose qui me rappellerait que les gens pouvaient être bons. Céleste était veuve. Son premier mari, Gavin Arnaud, était mort dans un accident de voiture en 2012, la laissant avec un fils de 5 ans et une police d'assurance vie qui couvrait l'hypothèque, mais pas grand-chose d'autre. Elle se reconstruisait, travaillant comme expert, apprenant le métier, essayant de donner une vie stable à Landon. Quand je l'ai rencontrée lors d'une collecte de fonds pour l'association locale des anciens combattants à Asheville, elle semblait la personne la plus forte de la pièce. Pas forte de façon bruyante, mais forte de façon tranquille. Le genre de force qui vient d'avoir survécu à quelque chose qui aurait dû vous briser et d'avoir décidé de continuer à marcher. En tout cas, nous avons parlé pendant 2 heures cette nuit-là. Elle a posé des questions sur mon service. Je lui ai raconté les parties que je pouvais raconter. Elle a posé des questions sur les parties que je ne pouvais pas raconter, et je lui ai dit que celle-ci m'avait plus marqué que celle que je pouvais. Elle m'a parlé de Gavin, de l'appel de la patrouille autoroutière, d'expliquer la mort à un enfant de 5 ans, de dormir seule dans une maison qui sentait encore le parfum de son mari. Je la revoyais chaque fois que j'étais aux États-Unis, de longs week-ends à Asheville, des appels téléphoniques de l'étranger, le genre de relation qui se construit lentement et que la vie militaire vous impose. En 2016, je savais 2 choses. Je voulais épouser cette femme et je voulais quitter l'armée pour le faire. 22 ans, c'était suffisant. J'ai déposé mes papiers de retraité, le 19 octobre 2016, 3 mois après mon dernier jour en uniforme, nous nous sommes mariés. Petite cérémonie dans le jardin de la maison de Chestnut Ridge, Landon comme porteur d'alliance, Doyle Prophet et sa femme comme témoins. Après ma retraite, j'ai ouvert mon cabinet en tant qu'expert comptable judiciaire privé. Les compétences se sont parfaitement transposées. Au lieu d'enquêter sur la fraude militaire, j'aidais les petites entreprises et les particuliers à découvrir le vol financier, le détournement de fonds, la fraude fiscale. Asheville était la bonne taille pour cela. Assez grande pour avoir des clients, assez petite pour que la réputation compte. Ellery est arrivé en août 2018 et, pendant un temps, pendant quelques années, la vie était bonne. Pas parfaite. Les hommes militaires ne font pas la perfection, mais bonne, stable. Le genre de vie dont j'avais rêvé pendant 22 ans en uniforme. Le changement a commencé en 2022. Céleste a été promue au cabinet d'expertise. Plus de responsabilités, plus de clients, plus de nuits tardives. Je ne l'ai pas remis en question. J'ai compris le travail exigeant. J'avais passé 2 décennies à faire un travail qui exigeait tout, y compris les parties de soi que l'on ne voulait pas donner. Mais ensuite, les détails ont commencé à s'accumuler comme ils le font toujours. Pas de grandes choses, pas de révélations dramatiques, juste de petites incohérences qui piquaient la partie de mon cerveau qui avait passé 22 ans à être payé pour remarquer exactement ce genre de choses. Un dépôt sur notre compte joint de $4200 qui ne correspondait à aucune facture de son cabinet. Bonus, a-t-elle dit. Son cabinet ne faisait pas de bonus de mi-année. J'ai vérifié. Un deuxième téléphone dans son sac. Téléphone professionnel ? Elle a dit que son cabinet n'émettait pas de téléphone professionnel. J'ai vérifié ça aussi. Des nuits tardives qui coïncidaient avec des clôtures de propriétés spécifiques, des entrées de calendrier qui étaient supprimées et réentrées avec des heures différentes. Un reçu d'un restaurant à Andersonville un soir où elle avait dit qu'elle travaillait au bureau. 2 verres de vin. J'ai tout remarqué, tout classé, et j'ai fait ce que j'avais été entraîné à ne pas faire. Je lui ai accordé le bénéfice du doute parce qu'elle était ma femme, parce que je l'aimais, parce que les mêmes instincts qui avaient fait de moi l'un des meilleurs enquêteurs de l'armée étaient les mêmes instincts que j'avais délibérément follement désactivés quand je rentrais à la maison tous les soirs. C'était mon erreur, la seule erreur que j'ai commise. Je lui ai fait plus confiance qu'à moi-même. À 6h15 du matin, alors que j'étais encore au poste, à examiner les preuves avec le détective Parnell, mon téléphone a sonné. Le juge Whittaker. Brennan, je viens de recevoir un appel très alarmant d'un jeune de 17 ans très alarmé. Êtes-vous en garde à vue ? J'étais.
Ils ont retiré les menottes il y a environ 2 heures. Je suis au bureau du shérif, mais je ne suis pas en état d'arrestation. Les accusations sont fabriquées. Je travaille avec le détective pour démêler cela. Vous travaillez avec le détective au poste où vous venez d'être arrêté. Une pause. Seulement vous, Brennan. Seulement vous pourriez vous faire arrêter à 3 heures du matin et être consultant à 5 heures. Pouvez-vous venir ici? J'aurai besoin d'une représentation légale lorsque cela avancera. Je suis déjà dans la voiture. J'apporterai du café. Le vrai, pas ce qu'ils servent dans ce bâtiment. Le juge est arrivé à 6h40 du matin avec 2 grands cafés du sommet sur Biltmore Avenue et un bloc-notes qu'il avait déjà commencé à remplir de notes basées sur ce que Landon lui avait dit au téléphone. Il avait 61 ans, les cheveux argentés, le genre d'avocat du Sud qui appelait tout le monde son et chéri, indépendamment de l'âge ou du sexe, et qui avait un esprit comme un piège à ours enveloppé dans un gant de velours. Détective Parnell, dit le juge, en tendant la main. Je représente Monsieur Locage. Je crois comprendre que mon client a été occupé à démanteler votre dossier de l'intérieur. Comment ça se passe? Parnell a presque souri. Votre client est très minutieux. C'est de l'armicide. Il les entraîne à être minutieux, comme ils entraînent les chirurgiens à être précis. Il s'est tourné vers moi. Expliquez-moi tout. Je lui ai tout expliqué. Les faux documents, les erreurs de formatage, le virement bancaire du week-end, le mauvais numéro d'identification fiscale, mes soupçons sur Céleste, le téléphone prépayé, les journaux d'impression. Le juge écoutait, prenait des notes, hochant la tête à des moments précis. Quand j'ai eu fini, il a posé son stylo et a regardé Parnell. Détective, mon client vous a fourni une feuille de route vers le véritable criminel. Je suppose que vous allez la suivre. Nous avons déjà commencé. J'ai des officiers qui récupèrent les images de sécurité des magasins Walmart dans un rayon de 20 miles. Nous allons assigner les journaux d'impression de Henderson et Cole, et j'ai demandé une trace de l'historique des appels du téléphone prépayé. Bien. Le juge s'est tourné vers moi. Maintenant, dites-moi la partie que vous n'avez pas encore dite au détective. Quelle partie? La partie sur la raison pour laquelle votre femme vous accuse à tort. Pas le comment, le pourquoi. Que cache-t-elle? J'ai pris une inspiration. Je crois que Céleste a été impliquée dans un stratagème de fraude à l'évaluation immobilière, gonflant les évaluations de propriété sur des transactions spécifiques pour le bénéfice d'une tierce partie. J'ai remarqué des irrégularités financières pendant des mois, mais je n'ai pas eu le temps d'enquêter complètement. Qui est cette tierce partie? Un avocat nommé Van Thier, droit successoral et immobilier. Son nom est apparu sur les documents de clôture d'au moins 4 propriétés que Céleste a expertisées au cours des 2 dernières années. Les valeurs expertisées de ces propriétés étaient significativement plus élevées que les ventes comparables dans la région. À quel point? De 20 à 40% sur des propriétés valant entre $800 000 et $1,5 million. C'est une différence de $160 000 à $600 000 par transaction. Parnell écrivait à nouveau. Vous dites que votre femme a commis exactement le crime dont elle vous a accusé. Je dis qu'elle a commis le crime. Et quand elle a réalisé que je pourrais le découvrir, elle a décidé de me mettre en cage en premier. La meilleure défense est une bonne attaque, dit le juge tranquillement. Piéger l'enquêteur avant qu'il ne puisse enquêter. Classique. Sauf qu'elle a oublié une chose, ai-je dit. Je suis très bon à ce que je fais. À 10 heures, l'affaire s'était complètement inversée. L'équipe de Parnell a extrait des images de sécurité du Walmart de Tunnel Road, montrant Céleste achetant un téléphone prépayé le 3 octobre, 11 jours avant mon arrestation. Sa Lexus blanche était clairement visible sur le parking. L'horodatage correspondait au reçu d'achat récupéré dans les registres du magasin. Les journaux d'impression de Henderson et Cole ont montré que 28 pages de documents avaient été imprimés sur la photocopieuse Xerox du bureau le 29 septembre à 21h47, bien après les heures de bureau. La carte d'accès de Céleste avait été utilisée pour entrer dans le bâtiment à 21h31. Et puis Marin Stokes a rappelé. J'avais appelé Marin à 7h du matin. Elle était toujours au site de l'armée, stationnée à Fort Liberty, et elle me devait une faveur pour une affaire sur laquelle nous avions travaillé ensemble en 2015, impliquant un colonel des achats qui détournait des fonds de contrat depuis 6 ans. Marin avait trouvé la piste papier. J'avais témoigné au tribunal. Le colonel avait écopé de 12 ans.
Marin m'avait dit qu'elle me devrait une éternelle dette. Je lui avais dit que je ne la réclamerais jamais. J'avais tort. Brennan, j'ai vérifié le nom que tu m'as donné, Von Thierry. Ce n'est pas seulement un avocat. La voix de Marin avait l'intensité contrôlée dont je me souvenais de nos années de travail ensemble. Il a été enquêté par le barreau de Caroline du Nord en 2019 pour des pratiques de clôture suspectes. L'enquête a été abandonnée faute de preuves suffisantes, mais le dossier est toujours ouvert. Et voici la partie intéressante. Il est lié à un réseau de sociétés écrans enregistrées au Delaware. 3 d'entre elles ont reçu des virements électroniques de comptes associés à Henderson & Co. l'Appraisal Group au cours des 18 derniers mois. Combien au total sur les 3 sociétés écrans? 1,4 million, plus ou moins. 14 transactions, 1,4 million de dollars. Ma femme et son partenaire menaient une opération de fraude sous mon nez depuis près de 2 ans. Et quand je me suis trop approché, ils ont essayé de m'enterrer sous le crime exact qu'ils commettaient. J'ai donné les découvertes de Marin à Parnell. Il a contacté le bureau d'enquête de l'État. À midi, le FBI avait ouvert une enquête formelle sur Von Thierry et Celeste Lockridge. À 14h15, je suis rentré chez moi. J'étais parti depuis 11h. 11h depuis qu'il m'avait tiré de mon lit et mis à l'arrière d'une voiture. 11h depuis que ma fille avait crié et que mon beau-fils s'était tenu dans le couloir, essayant de maintenir le monde ensemble et que ma femme se tenait dans l'allée, filmant mon humiliation sur son téléphone. Je me suis garé dans l'allée. La porte d'entrée avait été temporairement réparée, du contreplaqué là où le cadre avait éclaté. Doyle Profit était sur son porche. Il leva sa tasse de café en un salut silencieux. Je hochai la tête en retour. J'entrai. Céleste était dans la cuisine, faisant les 100 pas, téléphone à la main. Elle s'attendait à ce que je sois en prison. Elle s'attendait à un appel d'un greffier, une audience de caution, un processus qui prendrait des jours, et lui donnerait le temps de préparer son prochain coup, demander le divorce, réclamer la maison, demander la garde d'urgence. Me dépeindre comme un criminel pendant que les accusations pesaient sur ma tête. Au lieu de cela, j'ai franchi la porte. Elle a figé. Le téléphone s'est arrêté à mi-parcours. Son visage a traversé une séquence rapide d'émotions que j'ai cataloguées, comme j'avais catalogué 10 000 visages dans les salles d'interrogatoire du monde entier. Surprise, confusion, peur, puis sous tout cela, l'immobilité particulière d'une personne qui réalise que le piège qu'elle a tendu vient de se refermer sur sa propre jambe. « Tu es à la maison, dit-elle. »« Comment es-tu à la maison ? » ?»« Ils t'ont arrêté. »« Ils l'ont fait. » Les accusations étaient fabriquées. Les preuves étaient falsifiées. Le détective l'a découvert. Ou plutôt, je l'ai découvert et le détective a été d'accord. Elle ne dit rien. Sa prise sur le téléphone se resserra. Tu devrais appeler Vaughn, dis-je. Dis-lui de prendre un bon avocat. Il va en avoir besoin. J'ai fait une pause. Et Céleste. Toi aussi. Elle m'a regardé. Je l'ai regardé. 8 ans de mariage, 8 ans de repas partagés, de lits partagés et de silence partagé, et une fille qui dormait au bout du couloir, qui avait mes yeux et l'entêtement de sa mère. 8 ans et je regardais une étrangère. Brennan, je ne sais pas ce que tu penses. Non. J'ai levé la main. J'ai passé 22 ans à écouter des gens me mentir. Des soldats, des entrepreneurs, des généraux, des criminels dans 4 pays et 3 langues. J'ai entendu toutes sortes de mensonges, et je peux les voir tous sur ton visage en ce moment. Elle s'est assise, non pas parce qu'elle l'avait choisi, mais parce que ses jambes l'avaient lâchée. Elle s'est assise à la table de la cuisine, la même table où nous avions déjeuné ce matin-là, où Ellery avait renversé du jus d'orange et en avait ri, où Landon s'était plaint de ses devoirs de calcul. Et elle a mis son visage dans ses mains. Combien savent-ils, murmura-t-elle. Tout. Les sociétés écrans, les évaluations gonflées, les 1,4 million de dollars, les obligations, l'enquête du barreau, les images de Walmart, les journaux d'impression, tout. J'allais arrêter. Nous allions arrêter après le prochain. Il y en a toujours un prochain, Céleste. C'est comme ça que fonctionne la fraude. Tu n'arrêtes pas parce que tu ne peux pas arrêter, parce que chaque transaction crée des preuves que la prochaine transaction est censée enterrer. J'ai expliqué cela aux criminels pendant 22 ans. Je n'aurais jamais pensé l'expliquer à ma femme.
Elle leva les yeux. Des larmes maintenant. Des vrais. Pas le chagrin fin de l'aller. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, le FBI monte son dossier. Ils arrêteront Vaughn en premier, probablement d'ici la semaine. Tu seras la suivante. Le juge Whittaker me représentera dans toutes les procédures relatives aux fausses accusations, qui seront rejetées. Et ensuite, nous nous occuperons de la garde. Brennan, s'il te plaît. Ellery. Landon. Ellery et Landon sont ma préoccupation maintenant, pas la tienne. Landon n'est même pas ton fils légalement. C'est mon fils. Landon a 17 ans. Dans cet état, il peut choisir où il vit, et nous savons tous les deux qui il va choisir. Ça a atterri. J'ai vu que ça l'avait frappé comme un coup physique. Parce qu'elle savait que j'avais raison. Landon avait perdu un père à l'âge de 5 ans et avait passé 10 ans à construire un lien avec un autre. Il m'appelait Brennan, pas papa, parce que nous avions convenu très tôt que la mémoire de son père méritait ce respect. Mais il venait me voir quand il avait besoin de conseils. Il s'asseyait avec moi sur le porche quand il était contrarié. Il m'a demandé de lui apprendre à conduire, de l'aider avec ses rédactions pour l'université, de lui montrer comment changer l'huile de la vieille Jeep que je lui avais achetée pour son 16e anniversaire. Céleste était sa mère, mais j'étais son ancre. Je suis désolé, dit-elle. Je sais. Je ne voulais pas que ça aille si loin. Van a dit que le tuyau anonyme créerait juste assez de confusion pour nous faire gagner du temps. Il a dit que tu serais libéré sous caution en un jour et que les charges seraient finalement abandonnées. Il a dit. Vaughn a dit ce qu'il fallait dire pour te maintenir docile. C'est ce que font les gens comme Vaughn. Ils utilisent les gens. Je l'ai regardé. Il t'a utilisé, Céleste, de la même manière qu'il a utilisé ses sociétés écrans et ses évaluations gonflées. Tu étais un outil. Et quand tu aurais cessé d'être utile, il t'aurait jeté. Je l'ai vu 100 fois. Elle n'a pas argumenté. Peut-être parce qu'elle savait que j'avais raison. Peut-être parce qu'elle était trop fatiguée pour se battre. Ou peut-être parce que, quelque part sous la peur et la culpabilité et le désespoir, il y avait encore un petit morceau de la femme que j'avais épousée. La femme qui avait survécu à la mort de son mari et élevé un fils seul, et reconstruit sa vie à partir de zéro. Et cette femme savait que ce qu'elle avait fait était impardonnable. J'ai quitté la cuisine, suis allé dans la chambre d'Ellie. Elle était assise sur son lit avec Landon, qui lui lisait un livre d'images sur un ours qui partait à l'aventure. Elle a levé les yeux quand je suis entré. « Papa, tu vas bien ?»« Je vais bien, mon cœur. La police a cassé notre porte. » « Je sais. Je vais la réparer. » Landon est resté avec moi tout le temps. Il a dit que tout irait bien. J'ai regardé Landon. Il m'a regardé en retour. Il y a eu une conversation dans ce regard, le genre qui n'a pas besoin de mots. Je suis fier de toi. Je sais. Tu vas bien? Je le serai. Qu'est-ce qui va se passer? Je m'en occuperai. Merci, Landon, dis-je. Ouais. Il ferma le livre. Brennan, je peux te parler plus tard, seul? Bien sûr. Cette conversation a eu lieu sur le porche ce soir-là, après qu'Ellery ait été couchée. L'air d'octobre, la nuit noire de la montagne, le son des grillons et le bourdonnement lointain de l'I-26 à travers la vallée. Elle a fait ça, dit Landon. Ce n'était pas une question. Oui. Elle a essayé de te mettre en prison. Oui. Il est resté silencieux longtemps. 17 ans, assimilant le fait que sa mère avait essayé de détruire ce qui se rapprochait le plus d'un père. C'est un poids qu'aucun adolescent ne devrait avoir à porter. Mais Landon portait des choses. Il portait des choses depuis l'âge de 5 ans. Et sa mère lui avait dit, « Papa ne rentre pas à la maison. Si tu dois aller quelque part, comme s'il y avait une histoire de garde et qu'elle essayait de me prendre, je veux rester avec toi. C'est ton choix, Landon, et je soutiendrai quoi que tu décides. » Je viens de décider. D'accord. Et Ellery devrait rester avec toi aussi. Elle est plus en sécurité avec toi. Je sais. Plus de silence, puis doucement. Tu sais que je ne t'appelle pas papa. Je sais, et je n'en ai jamais eu besoin. Mais tu le es. Tu le sais, n'est-ce pas? Quoi qu'il arrive avec elle, quoi qu'elle ait fait,
tu es mon père. Tu le es depuis longtemps. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas pu. Quelque chose se passait dans ma poitrine. Quelque chose que 22 ans de discipline militaire ne m'avaient pas préparé à affronter. J'ai mis mon bras autour de ses épaules et nous sommes restés là, sur le porche dans le noir. Deux personnes qui s'étaient choisies et c'était suffisant. Les arrestations ont eu lieu 10 jours plus tard. Von Thierry a été interpellé à son bureau de Highwood Street un mardi matin. Les agents du FBI l'ont fait sortir devant sa secrétaire, son parajuriste et 2 clients qui attendaient. Il a été accusé de 14 chefs d'accusation de fraude par virement, de blanchiment d'argent et de complot. Céleste a été arrêtée le lendemain à la maison. J'ai veillé à ce qu'Ellery soit à l'école et Landon chez un ami. Je ne voulais pas qu'il le voie. J'avais vu suffisamment de personnes se faire arrêter dans ma carrière pour savoir que l'image ne vous quitte jamais. Et mes enfants avaient déjà vu plus qu'ils n'auraient dû. Elle s'est exécutée tranquillement, n'a pas résisté, n'a pas pleuré, a juste tendu ses poignets et a laissé l'officier lui mettre les menottes. Elle m'a regardé, debout dans le couloir, et a dit « Prends soin d'eux. » Je le ferai. Des deux. Je l'ai toujours fait. Les procès ont duré 8 mois. Von Thierry a combattu chaque accusation avec une équipe d'avocats qui facture plus alors que la plupart des gens ne gagnent en une journée. Les preuves étaient accablantes. Les sociétés écrans, les évaluations gonflées, les virements bancaires, les 1,4 million de dollars de produits frauduleux, 7 ans de prison fédérale. Céleste a plaidé coupable. Son avocat a négocié un accord en échange d'une coopération totale et d'un témoignage contre Vaughn. 4 ans de prison fédérale. Elle aurait la fin de la quarantaine quand elle sortirait. Ellery aurait 10 ans. Landon aurait 21 ans. Les fausses accusations contre moi ont été officiellement rejetées 3 semaines après l'arrestation de Céleste. Le détective Parnell m'a appelé personnellement. « Monsieur Lockidge, je vous dois des excuses. Mon service a fait une descente chez vous sur la base de preuves fabriquées, et je suis désolé. Vous avez suivi la procédure, détective. Vous avez obtenu un mandat basé sur ce qui semblait être des preuves crédibles et vous l'avez exécuté. L'échec n'est pas le vôtre. L'échec est que quelqu'un qui me connaissait assez bien pour monter un dossier convaincant ne me connaissait pas assez bien pour savoir que ça ne marcherait jamais. Pour ce que ça vaut, vous êtes la personne la plus impressionnante que j'ai jamais arrêtée. Je préférerais ne pas en faire une habitude. » Il rit. Première fois que je l'entendais rire. Assez juste. La garde était simple. Céleste, face à la prison fédérale, ne pouvait pas contester. J'ai obtenu la garde complète d'Ellery. Landon, à 17 ans, a déposé une déclaration indiquant sa préférence de rester sous ma garde. Le tribunal l'a accordé. Il aura 18 ans le mois prochain, en mai, et après cela, la question légale deviendra de toute façon caduque. Il reste parce qu'il le veut, pas parce qu'un tribunal lui a dit de le faire. 6 mois se sont écoulés depuis cette nuit. Nous sommes en avril 2025 maintenant. La porte est réparée, pas le patch en contreplaqué du premier matin. Une vraie porte, en chêne massif avec un pêne dormant que j'ai installé moi-même. Doyle Profi m'a regardé l'installer depuis son Porsche, a offert des conseils non sollicités sur le placement des charnières et a apporté un pack de 6 quand j'ai eu fini. Ça a l'air bien, dit-il. Merci, Doyle. Brennan. Ouais. Ce matin-là, quand ils t'ont emmené menotter, je savais que ce n'était pas normal. J'ai vécu à côté de toi pendant 5 ans. J'ai regardé tondre ta pelouse, réparer tes gouttières, apprendre à ce garçon à conduire dans le cul-de-sac, porter ta fille sur tes épaules jusqu'à la boîte aux lettres. Je sais qui tu es. J'apprécie ça. Et je savais pour elle. Il prit une gorgée de sa bière. Je suis un postier à la retraite, Brennan. Je sais qui reçoit du courrier à chaque maison de cette rue. Votre femme recevait des lettres d'un cabinet d'avocats sur Highwood Street, 3 ou 4 par mois, pendant plus d'1 an. Je n'ai rien dit parce que ce n'était pas mon affaire, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Vous êtes un bon voisin, Doyle. J'essaierai. Landon termine sa dernière année de lycée. Il a été accepté à l'UNCHville. Il veut étudier la justice pénale. Je lui ai dit qu'il était fou. Il m'a dit qu'il voulait être comme moi. Je lui ai dit d'être meilleur que moi. Il a dit qu'il essaierait. Ellery est en première année.
Elle a dessiné une photo la semaine dernière de notre famille. Moi, Landon, elle-même, et notre chien, un beagle nommé Colonel que j'ai adopté au refuge en janvier parce que la maison semblait trop silencieuse sans quelqu'un qui faisait du bruit. Céleste n'était pas sur la photo. Quand son professeur lui a posé la question, Ellery a dit « Ma maman est partie, mais mon papa et mon frère sont là, et Colonel. Je rends visite à Céleste une fois par mois. J'apporte des photos des enfants, des nouvelles de l'école, la lettre d'acceptation de Landon. Je fais cela non pas pour elle, mais pour eux, parce qu'un jour Ellery sera assez grande pour poser des questions, et je veux pouvoir dire que je n'ai pas coupé sa mère de sa vie. Je la laisse faire ce choix elle-même quand elle sera prête. » Céleste a pleuré quand elle a vu la lettre d'acceptation de Landon. « Il va être incroyable, a-t-elle dit. Il l'est déjà grâce à toi. Grâce à lui-même. » Elle m'a regardé à travers la vitre. « J'ai tout détruit, n'est-ce pas? » « Oui. » « Y a-t-il eu un moment où tu ne l'as pas vu? Où tu as cru que j'étais juste ta femme et que tout allait bien? » J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Il y a eu des années où j'y ai cru. Les premières années, avant les dépôts, le deuxième téléphone et les nuits tardives. Il y a eu des années où je rentrais à la maison et la maison sentait le dîner, Ellery riait et Landon se disputait pour ses devoirs, et tu étais là, dans la cuisine, avec un verre de vin et je me disais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai servi 22 ans. C'est ce que j'ai gagné. Et maintenant, je sais que ce que j'ai gagné, je l'ai encore. C'est dans l'autre pièce en train de faire ses devoirs. C'est dans le jardin en train de lancer une balle à un beagle nommé Colonel. C'est dans une maison sur Chestnut Ridge Road avec une toute nouvelle porte d'entrée et un voisin qui apporte de la bière et des conseils non sollicités. Elle a presque souri. Tu as toujours été la personne la plus forte que j'ai connue. Je ne suis pas fort, Céleste. Je suis entraîné. Il y a une différence. Je suis assis sur mon porche en ce moment. Le même porche où Landon m'a dit qu'il était mon fils. Les Blue Ridge Mountains redeviennent vertes après un long hiver. Colonel dort à mes pieds. À l'intérieur, j'entends Landon aider Ellery avec ses devoirs de lecture, épelant des mots, étant patient comme je lui ai appris à l'être, comme l'armée m'a appris, comme la vie apprend à tout le monde finalement, s'ils sont prêts à apprendre. La police a défoncé ma porte à 3h11 du matin. Ma femme se tenait dans l'allée et l'a filmée. Elle a essayé de me mettre en prison pour un crime qu'elle a commis. Elle a essayé de prendre mes enfants, ma maison, ma liberté, mon nom. Elle a échoué. Non pas parce que je suis plus intelligent qu'elle. Non pas parce que je suis plus coriace ou plus chanceux ou plus puissant. Elle a échoué parce que j'ai passé 22 ans à apprendre une chose. La vérité est patiente. Elle n'a pas besoin de crier. Elle n'a pas besoin de se presser. Elle a juste besoin de quelqu'un qui sait la trouver et refuse d'arrêter de chercher. Je l'ai trouvée à 4h12 du matin, assis dans un poste de police en caleçon et t-shirt militaire gris, lisant des faux documents avec un détective qui avait la décence d'écouter. Et la vérité m'a libéré, comme elle le fait toujours. Maintenant, je veux te poser une question. Que ferais-tu si la personne en qui tu as le plus confiance au monde appelait la police sur toi à 3h du matin? Si tu étais traîné hors de ton lit menotté pendant que ton enfant criait et que tes voisins regardaient, paniquerais-tu? Rageras-tu? Craquerais-tu? Ou resterais-tu calme, t'assoirais-tu sur cette chaise, attendrais-tu que le dossier s'ouvre, et laisserais-tu la vérité faire ce que la vérité fait? Et voici la question plus profonde. As-tu déjà été faussement accusé de quelque chose? Quelqu'un a-t-il déjà essayé de détruire ta réputation, ta famille, ta vie avec un mensonge? Et la vérité a-t-elle éclaté? Ou attends-tu toujours? Laisse ta réponse dans les commentaires. Je lis chacun d'eux. Si cette histoire t'a touché, appuie sur le bouton j'aime. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Surtout quelqu'un qui a été accusé de quelque chose qu'il n'a pas fait et qui se demande si la vérité compte toujours. Elle compte. Je te le promets. Elle compte plus que tout. Commente tes réflexions ci-dessous et abonne-toi à la chaîne pour ne jamais manquer une autre histoire. On se voit dans la prochaine.